peux manger à la cantine. Oui, je mange à la cantine. Bon, puisque vous avez l'air intéressé par les problèmes de l'eau, je vous propose de faire une recherche. Génial, super, magnifique. Bon, alors, puisque vous avez l'air d'accord, avant de sortir en récréation, on note sur l'agenda les recherches. D'accord? C'est bien les recherches, mais il faudrait peut-être qu'on approfondisse un petit peu, qu'on aille faire des petites visites. Ouais, comme ça on verra comment c'est. Comment ça arrive au robinet. Voilà. Bon, on demandera à Christine, on demandera... ouais, mais... Les canards. Oh, c'est super, on va enfin savoir d'où vient cette eau. Pourquoi tu vas faire des recherches? Qu'est-ce qu'ils ont tenté? Ah, génial, ce soir je téléphone à mon tonton, on cherche les eaux. J'espère qu'on va avoir une source. Alors bonjour à tous que je n'ai pas vus dans la cour. Vous allez ce matin sortir vos recherches sur l'eau. Très bien. Tu vois, hier avec les copains, on a dit qu'on a parlé et on trouve que les recherches ne suffisent pas. Il est temps? J'aimerais en savoir plus sur ce qui se passe autour de la rivière. Mathieu. Moi, comme j'aime bien la pêche, j'aimerais en savoir plus sur les poissons, des ruisseaux, des rivières, des mers. D'accord. Connaître leur mode de vie dans l'eau. D'accord. Bon, bonne réflexion. Moi, je pense que si tout le monde est d'accord dans la classe, je peux vous proposer d'inviter un garde de pêche. En France, il y a 200 000 kilomètres de rivières et ruisseaux. 200 000. Aimez-vous ce métier? Ah oui. Oui. Il faut l'aimer d'ailleurs. Si tu l'aimes pas, tu le fais pas. Un pêcheur qui se connaît pas bien ici. C'est un métier qui a énormément évolué, c'est plus du tout ça. Puisque ça représente environ 10 à 15% de notre temps. Et le reste, c'est des études du milieu, savoir pourquoi, quels animaux vivent dans un milieu. C'est protéger, prendre des mesures de protection pour les marais, les choses comme ça qui sont très menacées. Et puis c'est aussi la grosse partie, c'est la lutte contre la pollution. Les animaux qui vivent dedans. Et puis on va voir que ces animaux, comment ils ont pu s'adapter à leur milieu, pourquoi ils sont là, et pourquoi là, etc. Bon, comme je vous l'ai dit, une queue forte, vous voyez, c'est sa queue qui fait avancer. D'accord ? Bon. Sa forme aussi, j'ai dit une forme en fuseau, j'ai dit une forme aussi, j'ai dit un mot, hydrodynamique, très bien, qui pénètre bien dans l'eau, vous voyez, j'ai touché tout à l'heure, vas-y, regardez là. Et puis bon, vous allez voir, le poisson est recouvert d'écailles qui se posaient comme étude d'un corps pour que l'eau glisse bien dessus. Je vais vous montrer, avant de le disséquer aussi, tous les poissons, pratiquement tous les poissons, ont une ligne qui va
de la tête à la queue, hein, et comme elle est sur les côtés, on l'appelle la ligne latérale, tout simplement. Hein. Voilà. Alors sur cette ligne latérale, ce petit trou, il y a une sorte de petit radar. C'est un outil très adapté, mais bon. Bon, alors là, on va regarder un petit peu comment le poisson, avant de déballer un peu tout ce qu'il a dedans, là, tout est bien rangé, là, on va regarder un petit peu comment il respire déjà. Des branchies, voilà. Un poisson respire par des branchies. Il n'arrête pas de faire ça, et il n'arrête pas d'ouvrir et de fermer ces petits volets qu'il y a là. D'accord? Hein, le petit volet, là, il fait ça sans arrêt. Donc il avale l'eau, et il la rejette par son petit volet, et en passant, l'eau en passant, eh bien, les branchies sont capables de capter l'oxygène présent dans l'eau. D'accord? Des exceptions, mais rappelle-toi que des poissons, ça respire par des branchies, et il n'a pas de poumon. Estomac. D'accord? Vous voyez son estomac, là. L'intestin, l'anus. Vous voyez? On l'appelle tout simplement la vessie gazeuse. Trop difficile, hein, la vessie gazeuse. Bon, alors la vessie gazeuse, elle va servir au poisson à faire varier sa densité dans l'eau. C'est-à-dire que le poisson va pouvoir la gonfler et la dégonfler. Vous avez plus vu des fois un poisson qui est à ça sous l'eau, comme ça, immobile. Et pourtant, il tient. Ben, il tient grâce à sa vessie gazeuse. Il a réglé sa vessie gazeuse. Là. Et là, un petit peu noyé dans le tissu graisseux, là, le pancréas. Ça, c'est le... Il est tout petit. Le cœur du poisson. D'accord? Hein, c'est une femelle. Une fraise de truite, il faut y aller vers Noël. Hein, au bord du ruisseau. Là, j'essaie de trouver un mystère de vivant. Là, faut te mettre vers le verre avec la gabier de poisson. Là, c'est du tellement avec... Attends, Non, quand je l'ai. Non. Alors, allez, si découvrez. Alors, je tu l'emmènes à maman. Ah, il y a une autre qui l'a. Deux dans le même, deux dans le même. Qu'est-ce que c'est que j'en ai trois? Tiens, regarde les traces, il y en a qui bougent. Dans l'eau, il y a deux. Ce que vous voyez de vert, là, c'est donc le premier maillon de la chaîne alimentaire dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord? Hein? Bon, alors maintenant, donc, encore une deuxième chose. Les animaux que vous allez découvrir sont pour la plupart très petits. Vous allez donc faire très attention. Et oh, écoutez 2 secondes. Les animaux que vous allez découvrir sont très petits. Des fois, il faut bien... Il y a une très mince... Non mais écoutez, ça c'est important, c'est ce qui conditionne la vie dans le ruisseau. Valérie. Bon, vous allez voir, il y a du courant et pourtant les animaux sont très petits. Comment font-ils pour résister? Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est quand il y a une pierre en plein courant dans le ruisseau, il y a une mince couche, c'est une loi physique, hein. Il y a une mince couche sur la pierre qui fait quelques millimètres, 2-3 millimètres, où il n'y a pas de courant. Donc, la vie va se développer dans ces 2-3 millimètres. Les animaux vont devoir s'adapter pour ne pas dépasser ça, parce que sinon ils se font emporter. Moi j'appelle ça, il y a un nom compliqué, mais moi j'appelle ça la couche limite. La couche limite, pourquoi? Limite de la vie. Si elle dépasse cette couche, l'animal se fait emporter. D'accord? Et des profondeurs d'eau différentes. D'accord? Vous prospectez des différentes zones où il y a du courant, où il n'y a pas de courant. Ça paraît pas comme ça. Et la dame où elle est avec son cheval qui marche dessus là. Une forme ramassée parce que elle vit dans le courant et donc elle ne doit pas dépasser la couche limite, sinon elle se fait emporter. Hein. Donc elle va vivre sur la pierre, elle va se nourrir bien sûr, elle va bien sûr se nourrir de la pédule. Tu vois, pour faire glisser le mieux l'eau, tu vois, regarde sa forme. Hein. C'est important. Hein. Bouclier devant. Elle a comme un bouclier devant pour permettre à l'eau de glisser sur elle.
Ah oui, ça y est, je l'ai. On approche encore. On va la remettre hein, parce que des grains de sable autour d'elle. Hein. On appelle ça un étui ou un fourreau. Hein. Et ça va, alors au bout d'un moment, elle grossit, puis après, elle va boucher cette caillou, je veux dire, hein, et puis elle va se transformer tout doucement en mouche. Et après, elle va sortir. Alors, contrairement à celle-là, tu vois, c'est léger. Elle vit dans un endroit où il n'y a pas de courant. Celui-là, c'est exactement une bestiole similaire, sauf que elle, quand on la regarde bien, et là le caméraman il va regarder, elle a collé sur son fourreau des gros cailloux, tout simplement pour se lester, pour ne pas se laisser emporter par le courant. Et alors je vais vous les défaire, on va les sacrifier, tant pis, et on va voir qu'il y a... Mais il y en a d'autres. C'est qui Non, 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 je me suis fait avoir là, il est pas plein celui-là. Alors celui-là peut-être, voilà. Voilà. Ah, c'est bizarre, c'est tout. La petite mouche. Alors celle-là, bon malheureusement, elle ne verra pas le... Elle ne verra pas, Elle verra pas le printemps. le printemps. Hein. Mais bon, il y en a encore assez pour... Alors là, vous avez un mollusque aussi, qui lui, contrairement à l'autre qui était en forme de chapeau chinois et qui s'agrippait sur ce caillou pour résister au courant, là, vous avez un mollusque qui est d'une forme beaucoup plus haute. Donc, lui, il vit dans un milieu où il n'y a pas de courant, un milieu donc calme. Il est beau, hein? On dirait un coquillage. Voilà. Sortir. Arrête. Ça s'est ouvert. C'est une mouche qui est en train de se transformer. Monsieur, on a capturé un petit poisson. Alors voilà, ça c'est... Bon, il n'y a pas longtemps qu'il a fait son tour. Donc c'est comme une chenille si tu veux. Une chenille a fait un cocon. Bon bah là tu as vu, il y avait une sorte de cocon. Et là ça va donner une jolie petite mouche verte. Tu vois? Oh les ailes. Ouais. Hein, Elle est plus... voilà. On la met dans l'eau, elle. J'en ai sacrifié une là. Oh là, t'as mouillé la caméra. T'as mis de l'eau sur la caméra. Vous l'avez là? On voit les ailes. Il était peur. Il faut le montrer à monsieur. Il est de l'autre côté. Il est en train de sortir. Il essaye de sortir. Et toi, après, j'ai monsieur Joint. Voilà. C'est un autre crustacé. Ah, c'est lui, grâce à lui que je suis. Viens, c'est pas profond. Viens, c'est pas profond. Marie-Lucie, j'y étais. Charlotte, attends, je descends. C'est pas un vrai verre. C'est pas un verre de... Ouais, c'est pas un vrai. C'est qu'à traverser là. Ok, oh bien, oh là ça circule. C'est bien. Bravo. Quelqu'un a quelque chose à proposer au cours de ses recherches? Oui, Céline. Pendant l'exposé des garçons sur Napoléon III, ils nous avaient raconté qu'à l'époque, il y a eu des grands travaux pour amener l'eau de notre région jusqu'à Paris. Tu crois qu'on pourrait aller faire une visite? Oui, tu as raison. Hein. C'est la SAGEP qui gère les eaux de Paris. Et effectivement, on pourrait demander un rendez-vous. Je pense qu'il serait d'accord pour nous expliquer ce qui s'est passé. Alors la SAGEP est heureuse de vous accueillir dans ces périmètres fonciers, déjà sur l'usine de Valais-Petit, et ensuite l'usine des sources d'Armentières que l'on va visiter. Alors pour commencer, quand on vous parle des eaux de la Vanne, de l'aqueduc de la Vanne, il faut savoir qu'on alimente Paris et que l'on n'envoie pas de l'eau de la Vanne à Paris. Hein. L'eau de la Vanne ne sert que de force motrice à faire tourner nos machines, c'est-à-dire soit
la machine que vous allez voir, une roue à aube, soit des turbines. C'est le même principe que l'EDF, sauf qu'au lieu d'entraîner des alternateurs, on entraîne des pompes. Paris consomme 700 000 m3 d'eau par 24 heures. Ça représente quand même une grosse quantité. Et quand on dit qu'on alimente Paris, c'est Paris intramuros. Hein. C'est Paris, c'est pas la banlieue, c'est pas l'extérieur. Voilà. Alors comment est alimenté Paris? L'ingénieur dit faire enlever les feuilles à l'automne. Sinon, bon, on peut dire que la veille est vite colmatée et la machine s'arrête. Bien, alors je vais vous inviter à tout assis à l'intérieur. Alors vous ne touchez pas, c'est une machine à présenter. Bien. Alors les enfants, la machine que vous voyez, elle date de 1875. Et c'est une pompe, c'est une pompe, avec deux pistons. On va le voir en dernier. Alors ça, tu vois, c'est une roue qui monte sur ce truc à environ 9000 m3 d'eau par 24 heures. Voilà. Alors comment ça fonctionne? Vous voyez les 4 tuyaux qui se situent à l'intérieur, en forme de pipe, là, vous voyez, comme ça. Ce sont les 4 tuyaux où arrive l'autre source. On sache bien. On va voir une certaine modification de façon que ça puisse bien fonctionner. De la chair. Et si ça monte tout le temps où il y a... Pour arriver à Paris, elle met 72 heures, soit 3 jours. Alors, nos pistes d'Armentières ont un débit actuel, on va dire environ, de 35 000 m3 par 24 heures. Actuellement, on ne prend pas toute l'eau qui vient des sources. C'est une partie qui part dans la ville principale. On va vous expliquer à l'intérieur. Bien sûr, les ouvrages que vous avez vus en béton, ce sont des siphons. C'est-à-dire comment fonctionne un siphon entre l'amont et l'aval. Disons que l'aval est toujours plus bas que l'amont et vous avez un écoulement naturel. Hein. Vous essaierez avec un tuyau d'arrosage. Notez le nom parce qu'on le fera en classe avec Cagnan. Un siphon. Notez le nom. Ah si, 40 qui pompaient, il y en a 40 qui creusaient parce qu'il fallait quand même évacuer l'eau. Tuyau, si tu veux, on a une petite source qui se situe à 2,5 km, vous allez voir, qu'on appelle la source de la Bouillarde. Et si jamais cette source se salit, on peut l'isoler et l'envoyer en décharge. Comme ça, ça ne lit pas les autres sources. La pluie à couille. Et regardez, il va avoir des trésors dedans. Il y a une trésor qui saute. Non, ce que vous pouvez voir à la rigueur, c'est des racines d'arbres. Les arbres qui y a autour de la source viennent. Regardez, il y a... Ils arrivent à trouver des petits passages de maïs. C'est pas des outils de la mâchoire. C'est fou. C'est le même canal à peu près. Ici sur 6 pompes. Et là, ils pensaient qu'il y avait de l'eau, donc ils ont creusé, ils ont vu qu'il n'y avait pas d'eau, alors ils ont arrêté les travaux. C'est pour ça que vous voyez ce tunnel non fini.
Il y a l'eau sous la tête. Oh, ça va quand même. Et vous n'avez pas des pieds aussi là? Et regardez tous les petits silex là. Oh, il s'est raté là-haut. Mais Vous les pas mis en place. Mais non, c'est une Sauter à En côte. effet, d'accord, ok. C'est de la 20 mètres sauter alors. Voilà, c'est tout, vous l'avez. Voyons, on va le faire venir. Voilà. Bon, quand vous mangez un chewing-gum, on peut s'en passer. Quand on met de l'eau, on dit non. Non. Alors le respect de la nature, le respect de l'eau. L'eau, c'est la vie. Le soso. On puisse faire ce que nos anciens nous ont laissé. Disons que quand on remonte, pourquoi avoir été chercher de l'eau si loin? Quand on remonte aux environs 1854, le baron Haussmann avait décidé de chercher de l'eau dans les environs de Paris, dans Lyon, du côté de Dreux. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement d'épidémies à Paris, de choléra, de typhoïde, beaucoup de mortalité ici. Vraiment, il y avait un besoin d'eau. Et de là, il y a eu l'ingénieur Belgrand qui a fait des recherches dans notre région. Valérie, Moi, j'ai plein de questions. Oui. Pourquoi le faites-vous? Pourquoi je le fais? Ouais. Pourquoi j'envoie de l'eau? Parce que vous aimez bien les Parisiens. Oui, par exemple, on n'a plus besoin de l'eau. Cette eau, on va pas la stocker, elle va partir directement dans la vanne. Elle va reprendre après tout son chemin régulier. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'avant, bon, c'était des sorties naturelles, vous n'avez qu'à voir la couleur des terrains. Bon, c'est très sombre, c'était des marécages, des roseaux et tout, on voit très très bien. Hein. Et là, on a une partie, vous voyez bien, ça inonde tout de suite, la terre est noire. Ça fait 1 million de mètres cubes d'eau par jour. Maintenant, on est à 700 000. Pourquoi? Bon, il y a eu de la décentralisation, il y a eu beaucoup de travaux de fait pour les fuites, toutes les pertes d'eau. Hein. et vous ne savez pas si je peux en plus sur la salle Paris? Bien, c'est bien. Bonne recherche. Oui, Maud? Tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Vous savez qu'il existait à Auxerre une maison de l'eau? Peut-être qu'on pourrait prendre rendez-vous. Bonne idée, c'est vrai. Il y a une maison qui se consacre entièrement à l'eau. Alors je propose qu'on puisse leur écrire et qu'on puisse prendre rendez-vous avec eux, si vous êtes d'accord. Il fait 76 grammes, alors mets-le dans l'eau. Il flotte. Alors maintenant je te donne ça. C'est quoi? Ouais, c'est en métal. Hein. Tu dis elle a raison? La note avait dit ceux qui sont lourds coulent et ceux qui sont légers flottent. Et là, on en a un qui disait combien? Je me rappelle plus, 76. Il flotte. Alors, comment tu t'appelles? Marion. Marion, tu dis c'est le contraire. Dans l'eau. Ah, alors. Par rapport au bois, et le bois, l'eau, elle peut rentrer à l'intérieur, alors il peut flotter. Alors, tu crois que parce que l'eau peut rentrer à l'intérieur, il peut flotter? Une éponge, par exemple, l'eau, elle rentre à l'intérieur, après elle coule. Donc, c'est pas tout à fait ça. Est-ce que quelqu'un a d'autre idée de pourquoi un objet peut couler, un objet peut flotter? Le volume. Est-ce que tu sais comment on fait pour comparer des volumes? Peut-être parce que le bois, il supporte mieux l'eau que le fer. Qu'est-ce que tu veux dire par supporte mieux l'eau? Les arbres dans la nature, ils ont je pense qu'ils pompent l'eau un peu quand il pleut et le métal, et bien ça rouille. D'accord. Du bois puis du pierre. Ouais, alors vas-y, pèse-les, prends celle-là. Je vais essayer, elle marche. Combien il fait? 70. 70 grammes. 70 grammes.
grammes, d'accord. Et le bout de bois? 70. Voilà. Donc là, cette fois-ci, on a 70 grammes tous les deux. Pareil, le volume. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Elle a coulé. La pierre a coulé, et puis l'eau? Laisse-moi la rue, Elle a monté. Elle est montée, oui. Tu as regardé juste, tu vois bien là, le niveau où elle est montée? D'accord. Alors, bon, lui il flotte, hein, bien sûr, mais Au niveau 2, il a monté plus haut. il est monté plus haut. 70 grammes aussi, et lui, en volume, il faisait 2 graduations. Les objets ont le même poids. Celui qui flotte, c'est celui qui a le plus grand volume. En fait, non, je vais vous le dire. Plus un objet est dense, plus il va couler. Tu vois, ça va t'aider pour choisir ça. Plus un objet est dense, plus il va couler. Moins un objet est dense, plus il va flotter. D'accord? Alors, essaye de prendre l'objet qui, à ton avis, va le mieux couler et l'objet qui va le mieux flotter. Arrête. Oh, facile. Non, mais il me souffle dans les cheveux. C'est le plus dense, d'accord? Et alors, essaye d'en choisir un qui va très bien flotter, à ton avis. Moi, je suis tout à fait d'accord avec son choix. On va quand même vérifier. Celui-là, ben, il a coulé très vite. Puis regardez, celui-là, il rentre à peine dans l'eau. Donc, effectivement, on pourrait dire que celui-là est le plus dense et celui-là le moins dense. Prenons l'exemple d'un porte-avions. Un porte-avions, c'est très lourd. C'est quoi un porte-avions? C'est un très grand bateau où les avions peuvent atterrir et décoller. Hein, tu dois être comment? Lisse. C'était très dense. Lisse, donc on dit comment? Très dense. Donc voilà, c'était une matière qui était très dense et donc qui coulait. Et pourtant un porte-avions ça flotte. Pas de modeler. Ça coule. On va voir. Si t'en mets un tout petit peu, ça dépend. Plouf. Oh. Et hop, ça coule. Je la sors tout de suite. Hein. Le prochain épisode. Juste avec la tête. Je prépare un peu. Ça va wapper. Ouais. On a fait des rebords. Alors, effectivement, on a fait des rebords. Et l'eau, elle rentre pas à l'intérieur. Et l'eau, elle rentre pas à l'intérieur. Est-ce qu'il y a de la pâte à modeler? Là, Non. le bout de mon doigt, là. Là. Il n'est pas dans la pâte à modeler, il est voilà. C'est de l'air. Eh bien, le volume maintenant de mon objet, il comprend à la fois la pâte à modeler et à la fois l'air qui est entre les rebords. Sous-marin pour couler et flotter, donc. Et puis je ferme ma bouteille. Oui? L'eau, elle a débordé. Ou c'est pas grave ça. La mer a débordé. Alors regardez bien ce qui se passe. Elle est fermée la bouteille. Elle est fermée, regardez. Elle est de l'air. J'appuie sur la bouteille, mon sous-marin descend. Je lâche la bouteille, il remonte. C'est de la pâte à modeler. Est-ce que j'ai soufflé ou est-ce que j'ai lâché de l'air pour faire descendre et remonter? C'est grâce à la pression de l'eau. Alors, moi, j'ai exercé une pression sur la bouteille. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On dit j'ai... On pourrait dire compressé, mais on va plutôt utiliser autre chose. On va dire... Compacté. Non. Ah, je l'ai. Compris. Voilà, on va dire j'ai compris. Pour couler, il relâche pour remonter. D'accord? D'accord? Alors, une eau potable, c'est une eau qui répond à certains critères. La loi dit, une eau potable doit avoir tel pourcentage de potassium, tel pourcentage de nitrate, et si on dépasse ces pourcentages, cette eau n'est pas potable. Un bouteur d'eau, il a un sacré goût. Et papa? Papy. Papy, comment? Gus, non, pas du Gus. Gustatif. Ici, ça va être la mer. Ici, l'acide. Encore l'acide. Et qu'est-ce qu'il nous manque? Le salé de l'autre côté. La palette d'odeur qu'il a, qui va bien reconnaître, qui va placer, qui va reconnaître l'odeur originelle. Voilà. Marie, c'est un clair. Le bouteur d'eau, c'est une profession. Voilà,
voilà, de reconnaître que tu passes. On avait dit entier, on a dit Acide, acide, amer, acide. Acide, amer, salé, sucré. Amer, amer, amer. Sucré. Vraiment, c'est à température. Voilà, vite, c'est bon. Il faut vider, hein, sinon. Voilà, le goût va être. Enfin, tu vas trouver des choses bizarres. Non. c'est Évian. Vas-y, ceux qui ont dit Evian, pourquoi vous dites Evian? Parce qu'il n'y a pas de goût. S'il n'y a pas de goût? Moi, c'est D'accord. à la C, j'ai mis Évian parce que je trouvais pas de goût. Ça avait des douces. Ouais. Moi, ça avait. Quoi d'autre? La Volvic, elle a un petit goût, je sais pas comment dire. C'était de l'eau du robinet. Ah, c'est bien vu là, hein? Ah oui, c'était de l'eau du robinet. Donc, on a dû tourner un peu d'eau. Qui peut me dire sur quelle rive nous sommes? Réfléchissez bien. Sur quelle rive? À la rive, là, il y a Lyon, le canal, Nivernais, et de chaque côté, il y a des rives. Faites appel à vos souvenirs de géographie. Sur quelle rive? Il y a deux rives sur Droite. Gauche. Gauche. Et l'autre, donc, c'est la rive Droite. Voilà, nous sommes sur la rive gauche. Très bien. Par là, nous sommes en amont. Pourquoi? Parce que ça monte. Ouais. Pour se rappeler, c'est simple. La montagne, c'est en haut. Donc, amont, montagne. Hein, c'est un petit truc pour vous en souvenir. Aval. Avalanche. Alors ça, c'est la deuxième fois qu'on me le fait, mais c'est pas l'avalanche. Tu as raison, ça descend. C'est une petite idée. C'est vrai. Là, la vallée, voilà. Montagne, vallée. Quand on fait du ski, souvent on vous dit amont, aval, pour se placer. Bah là, c'est pareil. Pour t'aider. Tu regardes la rive derrière. Quelle rive tu es? Non. Bah, forcément, si tu es là, si je me mets là-bas, l'amont et l'aval seront toujours au même endroit. On regarde dans quel sens est le courant? Ben voilà. Tout simplement. Et ça vous situe par rapport à l'amont et à l'aval. 1784, on a décidé de commencer à construire le canal. Et on l'a achevé en 1841. Oh là là. D'accord? Donc au départ, on avait pensé à faire uniquement un passage du Morvan à Auxerre pour permettre ce qu'on appelle le flottage du bois. Je vous explique ce que c'est que le flottage du bois. Vous avez des forêts. Vous coupez les arbres. Qu'est-ce que tu en fais après tes arbres une fois coupés et débités? Après, on les met dans l'eau, et puis ça transporte jusqu'à l'usine. Très bien. On fait ce qu'on appelle des trains de bois. Donc à l'époque, pas de moteur. On met les morceaux de bois dans l'Yonne, on les attache, on en fait un train de bois, quelqu'un monte dessus, a une grande perche et conduit le bateau. Il entre dans le plus, que fait-il? Après, on ferme les portes. Voilà. Et après, ici, on met de l'eau. Alors, en ouvrant quoi? Les portes de là-haut. Oh mon Dieu! Le bateau? T'imagines le bateau qui t'ouvre les ponts? D'un coup, et reculer. C'est pour moi Non, mais voilà. Les vannes, ce sont des petites ventelles. D'accord? Ça s'appelle des ventelles. Après, L'eau passe par les ventelles et qu'est-ce qui se passe? ça se remplit, le niveau monte et puis après on ouvre les portes. Ça s'appelle, vous allez bien vite, attendez. Le bateau, l'eau, le niveau monte. Ça s'appelle le principe des vases des vases communicants. D'accord. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les portes et le bateau peut repartir. C'est quoi L'écluse est là. Hein? Alors, les bords s'appellent les bajoyers. D'accord? Les bajoyers. Et les instruments que vous voyez ici servent à amarrer le bateau aux éléments d'amarrage. Les bollards. D'accord? Donc déjà pour l'irrigation. Aussi, tout simplement on en a parlé tout à l'heure. D'accord? Le commerce. Et on va dire les usages domestiques. D'accord? Mais en priorité c'est la culture et le commerce. On est pas ici. Alors, écoutez bien. Il y en a une qui est cachée par les arbres. Et même on va... Lève la main. Vas-y. Déjà, autre chose, à l'époque, c'était des temps relativement troubles. Qu'est-ce qui faisait Saint-Louis? La guerre. La guerre, entre autres. À quoi pouvait servir un pont pour une ville? À se défendre. Donc les deux sur la gauche permettent la navigation des bateaux. Et le troisième.
Très bien. Au-dessus des maisons, ça déborde largement autour d'elle. D'accord, elle quitte son lit par exemple. Très bien. Donc là, c'était une crue. Il y en a d'autres. 1m50. Là, c'est cool. Là, condamnation publique à l'époque. Pareil, il l'a dit. Écrivez, c'est Colbert était un océrois célèbre. D'accord? Allez. Avec aussi. Alors, le premier pont que je Auxerre, je vous l'ai dit, c'était le pont Colbert. Ensuite, en 1800, beaucoup de siècles plus tard, nous avons le pont de la Tournelle, c'est celui-là. Donc, pour lui, il y a plusieurs siècles. Ici, on puisait vers Poussy, par exemple, presque une journée. Donc, en vélo, vous irez plus vite. Oui, On va refaire un petit point, d'accord? Alors, nous avons déjà vu l'eau dans son cycle naturel. Nous avons vu à la maison de l'eau les expériences autour de l'eau, les états de la matière, hauteur d'eau. Il nous reste à savoir comment l'eau arrive au robinet de Villeneuve-sur-Lot. Alors, ça c'est le château d'eau ou pas? Voilà, ça c'est un château d'eau ou on appelle ça aussi un réservoir. Parce que c'est là qu'il y a la réserve d'eau, mais alors potable. Transportée dans le réservoir d'eau avant d'être distribuée chez vous. Arbitrairement, c'est-à-dire tout seul, par son propre l'eau, par son propre poids, jusqu'au réservoir. Une station de surpression. C'est-à-dire on va redonner de la pression à l'eau parce que le niveau géographique, vous avez vu que les sables rouges par rapport à Villeneuve, c'est un peu plus haut. Hein? Il y a des endroits, par exemple la Haute-Épine. Vous connaissez la Haute-Épine? Vous voyez, par rapport à ici, c'est beaucoup plus haut. Donc ces pompes, là que vous voyez, là vous en voyez deux, ici par exemple, vont servir à envoyer sous pression l'eau potable à la Haute-Épine. On appelle ça un ballon anti-bélier. Vous allez me dire, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de ferme. On le connaît. À quoi servait le bélier, l'anti-bélier en haut? Pour éviter les... C'est comme un amortisseur. Pour éviter. C'est tous autant que vous êtes. Ça, c'est une chose que vous l'avez dit. Deuxième chose, de discipliner. Troisième chose qui est non négligeable, vous êtes très gai. Ça fait plaisir de voir. On pompe l'eau, on l'emmène ici, on la redistribue, on ouvre le robinet, elle est potable. Elle a pas autre chose, votre eau? Alors. Du chlore. Très bien. Du chlore ou aussi, quoi d'autre on peut mettre? Du calcaire. Non, La javel. De la javel. Le chlore, l'eau de javel, c'est la seule substance qui permet d'être efficace dans la durée. À l'aube du XXIe siècle, on ne connaît encore aucun produit qui puisse traiter l'eau de façon efficace, optimale, dans le temps, avec la durée, si ce n'est que l'eau de javel ou le chlore gazeux. Effectivement au goût, mais on est obligé, sans quoi la plupart du temps vous seriez malade parce qu'il y a toujours des bactéries. Et Monsieur Robin, une vous matière avez vivante. expliqué pourquoi ça sent plus à certains endroits qu'à d'autres, vous vous souvenez? Ça c'est intéressant si vous le savez. C'est parce que le château d'eau est en haut, on met du chlore et de la javel. La première maison qui est près du château d'eau, elle en reçoit plus, l'autre moins et encore moins. Pour que la dernière maison ait quand même le bénéfice. Ah d'accord? Très bien. C'est de l'oxygène avec un atome de plus. Hein, la formule c'est O3. 3 atomes d'oxygène.
Mais alors, l'inconvénient de l'ozone, c'est que ça a un effet immédiat. C'est-à-dire que c'est très puissant, très puissant, mais ça va avoir un effet immédiat. Ça va tuer, dans l'eau, hein, ça va tuer les bactéries et les virus, hein, même le virus de l'hépatite ou de la typhoïde, ça tue. Seulement, ça n'a pas d'effet dans le temps. Imaginez une pollution en cours de distribution, c'est-à-dire entre le réservoir et chez vous, par exemple. Il y a une case de canalisation, par exemple. Une case de canalisation. La canalisation se rompt entre ici et Villeneuve. Il y a plein de choses qui vont s'infiltrer dans la canalisation. Pendant ce temps-là, vous allez peut-être consommer toujours de l'eau. Et si jamais il n'y a pas de chlore, et qu'il n'y a que de l'ozone, eh bien on risque d'avoir une contamination de bactéries. Si c'est pour que vous sachiez plein de choses, à la fin de l'année, que vous arriviez au collège avec plein de choses en tête, l'ozone, je disais, c'est de l'oxygène avec un atome de plus. Donc dans l'air, il y a de l'oxygène. Vous vous souvenez des atomes de l'eau? Oui, H2O. Voilà. Ah, d'accord. On l'a et l'eau. Donc là, un atome de plus. Donc c'est très réducteur, très oxydant, très puissant. Et si vous observez, comme vous êtes des bons observateurs de la nature, j'en suis convaincu, cet été par exemple, si il a fait sec pendant très longtemps, avec du soleil très chaud, et qu'il se produit un orage, sentez la nature, elle a une odeur particulière. Il y a une odeur particulière, et ça c'est du dégagement d'ozone. À quoi ça sert tous ces boutons? Alors là, vous avez affaire à une armoire électrique qui va permettre la commande des pompes lorsqu'il y aura une pression insuffisante à l'aube du XXIe siècle, bientôt l'an 2000. On ne peut pas se permettre de couper l'eau aux gens. Alors on a, à côté de la grosse armoire, on a une petite armoire qui va nous permettre, il y en a, vous pouvez l'ouvrir. Vous pouvez l'ouvrir sur des écrans informatiques dans nos bureaux qui vont nous permettre de suivre et de déceler toute anomalie dans la station. Si un jour vous venez par exemple et que vous faites des bêtises, si vous, on le saura quoi. Hein? Mais non, c'est relié par des réseaux téléphoniques, par un réseau téléphonique, jusque dans nos bureaux pour savoir ce qui se passe. Donc, qui est sur une colonne, la cuve est en haut d'une grosse colonne. Hein, et puis, il y a le type de château d'eau dans lequel on est, qui s'appelle château d'eau semi-enterré. C'est-à-dire qu'il y a une partie sous terre, une partie aérienne. Alors, ça c'est pour... en direct, donc on appelle ça davantage une usine de dépollution. Lorsqu'elle se ferme, vous jetez l'eau dans la nature, à un moment donné, vous allez la reboire d'une certaine façon. D'où l'intérêt de faire très attention à ce que vous jetez dans la nature. Le mieux, c'est de ne rien jeter, parce qu'à un moment donné, même si cette eau elle est traitée, il va falloir beaucoup de produits chimiques, d'énergie, de travail pour la traiter et la rendre potable. Vous savez, je vous le dis, que le corps humain est composé de 2 tiers du poids du corps. Hein, sur une personne de 100 kg, on va prendre 70% un bébé notamment qui a des os mais qui ne sont pas encore formés, qui sont cartilagineux, eh bien c'est quasiment que de l'eau. Donc cette eau, je vous disais, il va falloir y prendre garde, y faire très attention. Que vous prenez une douche, elle arrive ici. Vous voyez là ici, l'eau elle est sale, elle est souillée. Elle a non seulement plein de matière, plein de graisse, de souillure. Tout le temps vous allez voir, ça va se mettre en route parce que l'eau va avoir atteint un certain niveau et donc va être pompée pour être envoyée dans un chenal. Alors, vous voyez sur le côté, là, vous voyez des systèmes de flotteurs. On appelle ça des poires de niveau, parce que ça a la forme d'une poire. Vous voyez l'eau de Villeneuve qui arrive là par l'orifice
contre sa paroi. Ne vous penchez pas trop. Voilà. C'est pas sûr qu'il soit aspiré tout de suite. Regardez, Valérie. Ça c'est ce qu'on appelle une vis d'Archimède. Alors une vis d'Archimède, c'est comme une queue de cochon, comme un tire-bouchon. Ça, c'est sans fin si on veut. Quand cette vis tourne, entraîne tous les objets les plus gros, y compris l'eau, pour la montée dans le chenal que vous voyez ici. Vous voyez, et on voit toute l'eau de Villeneuve arriver. Vous voyez que ça arrive, ça arrive vite. Oui, mais on est averti par un système d'alarme, qu'on appelle. Si ça marche pas, quoi, et cela constamment, jour et nuit, jour férié, etc. Toutes les matières, le papier, le tube éventuellement qui se trouverait, qui pourrait se trouver aspiré par la pompe, serait stoppé ici. Alors, il y a des fils, il y a des serpillères, des tas de trucs. Pourquoi on trouve tout ça? Parce qu'il y a des gens, ils jettent n'importe quoi dans les toilettes. Tout ça, on se demande, on s'interroge parfois. On trouve de toutes sortes de choses et on le retrouve ici. Mais il faut qu'elle aille quelque part. Alors, elle va passer donc dans une canalisation sous terre pour arriver dans ce bassin qu'on appelle bassin d'aération. Alors, je ne sais pas si tout à l'heure vous avez vu ou aperçu la brosse, on appelle ça une brosse ou un mammouth. Alors à votre avis, quand ça tourne, à quoi ça sert? Laetitia vous a répondu, il a très bien répondu, ça sert à aérer. Et à votre avis, pourquoi aérer? Mélanie a répondu, c'est pour pas que ça sente mauvais, c'est pour ne pas que ça pourrisse, c'est ça que je me dis. Alors, en fait, ça va servir à alimenter, à nourrir les bactéries qui se trouvent par millions, par milliards, dans ce bassin. Que vous avez mis. Niveau, enfin, qu'est-ce que l'eau contient? C'est ça que tu veux me... Quand elle arrive, des matières fécales, oui, en partie, mais il y a aussi... il y a du sable en dessous? Alors, c'est les boues qui sont en digestion, c'est les matières, on appelle ça des boues. C'est un bac à boues. Vous voyez? Alors, Mathieu. Qui est le plus lourd au fond? Oui, il y a plus lourd au fond, mais encore plus précisément, si quelqu'un... Donc on laisse reposer, là, actuellement. Repose, ça s'appelle un bassin de clarification. Comment on dit, un clarificateur. On fait un mot pour deux. Là, vous avez, il y a à l'intérieur de ce bassin encore des particules qui n'ont pas été piégées. Non, c'est du gravier, oui, effectivement, mais il y a aussi des déchets qui n'ont pas été... Bon, ne restez pas trop quand même au-dessus parce que... Bon, je préfère rester... Abouti au bac de clarificateur. Voilà, ou clarificateur. C'est compris ou pas? Oui. Alors, là, c'est quasiment la fin du traitement pour rendre l'eau physico-chimiquement correcte. Et belle. Peut-être que vous n'aurez pas d'où elle vient, il faudrait effectivement savoir. Bon, alors ce que je disais à l'instant, cette eau, elle est
sans profondeur. Bon. Alors c'est pas de la vague, ce sont des bouts qui décantent. Comme ça s'appelle tarificateur, toute la boue qui est plus lourde que l'eau va se trouver piégée en fond et l'eau claire va arriver ce qu'on appelle en surverse dans le chenal de clarification. Hein. Là, vous voyez, et l'eau qui est en surverse passe au travers des chenaux là. Hein, vous les voyez? Il n'y a que l'eau claire qui passe, pas la compacte. Et une fois que ce silo va être plein, lui aussi, parce que ça va assez vite, on va soit mettre ses bouts sur le long de lit de séchage. On va se mettre derrière. Ok, allez, on y va. C'est parti. Qui aura été dans ce silo va être extraite sur des lits de séchage, d'où le nom de lit de séchage, parce que avec l'évaporation, ça va croûter, vous voyez, ça fait comme ça fait de la boue. Et cette boue, après, elle peut être reprise pour valorisation agricole, c'est-à-dire qu'elle va servir d'engrais, parce qu'elle est très riche de certaines substances. Attendez. Mais parfois, au lieu de la mettre sur les lits de séchage, on va l'extraire directement du silo pour la mettre d'une benne, hein, d'une benne à lisier. On vient la chercher là. Voilà, ici, on la prend à l'issue vers la vanne bleue, là. On ouvre la vanne. Ah d'accord, regardez là. On remplit le camion, la benne à lisier, et ensuite on valorise pour pousser les cultures. Parce que c'est très riche en azote, c'est-à-dire c'est une substance qui va permettre de faire pousser les choses. Pourquoi vous avez choisi ce métier? Ah, pourquoi j'ai choisi ce métier? Bah, c'est une bonne question. Bah, c'est entretenir toutes les usines de dépollution. Et après, je me suis formé pour le traitement de l'eau. Anaïs. Un petit peu le hasard. Voilà. Anaïs. Quels sont les différents traitements que tu produis? Mais pour te répondre, j'ai plaisir à sauvegarder, à travailler dans une société pour sauvegarder l'environnement. Tu vois, hein, faire attention à ce qui nous entoure et de ne pas souiller n'importe comment. J'ai beaucoup plus, je suis sensibilisé à tous les problèmes de pollution et je suis heureux de travailler dans une société qui contribue à faire que l'environnement ne soit pas pollué. Bravo. Très joli, très joli. Oui, on comprend. Dimanche à la messe, monsieur l'abbé de Maine a lu un passage sur la Bible qui parlait de l'eau. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être l'inviter pour qu'il nous parle de la Bible de l'eau. Très bien, très bien. Qui se charge alors de téléphoner? Mélanie? D'accord. Seulement, on a rappelé que l'eau, ça purifie. Alors là, si vous me parlez tout de suite de l'eau bénite, alors vous connaissez l'Évangile, vous connaissez le Nouveau Testament, quelque chose comme ça. Ouais. Une grande partie d'entre vous, vous l'avez. Moi, j'en ai toujours un dans ma poche, il est petit, et c'est facile. Alors, je trouve un tas de choses là-dedans. Pour l'eau. Un jour, il y avait un juif, il s'appelle Nicodème. Nicodème, il allait voir Jésus. Et il dit à Jésus, moi je sais que tu es un maître. Ah, Jésus parlait bien. Alors Jésus lui dit, écoute, hein, je vais vous lire à moins de renaître de l'eau et de l'esprit, nul ne peut voir Dieu. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire être purifié? Qu'est-ce qu'il y a qui n'est pas pur chez nous? Parce que si je mets simplement un peu d'eau sur la tête, vous voyez que ça lui fait grand-chose? Et alors, le petit peu d'eau qu'on met sur le fond, il parlait de Jésus. Je vous dis d'abord, c'est que le pauvre, bien, qui est grand comme moi, hein, comment est-ce que je peux renaître? Je
Je ne peux pas rentrer à nouveau dans le sein de ma mère. C'est marqué en tout cas. Hein? Peut-il une seconde fois naître dans le sein de sa mère? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Alors Jésus répond, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc il faut renaître d'eau et d'esprit. L'eau qui purifie, mais qu'est-ce qui nous purifie vraiment? C'est l'esprit. Depuis le Big Bang, l'eau est indispensable à la vie. Ne bousculons pas le cycle naturel de l'eau car nous en faisons partie. L'eau a permis l'éclosion de la vie. Protégeons-la. L'eau est bonne pour notre corps qui lui aussi est constitué d'eau à 70%. Attention papa, ne jette pas ton eau de vie dans les égouts, ça pollue. Attention maman, ne jette pas n'importe quoi dans les vies. Depuis la classe d'eau, je ne gâche plus l'eau, donc je ferme très bien mes robinets. En me promenant près de la rivière, je ne jette pas de papier. Si nous jetons des papiers par terre, nous polluons la rivière. Connaître l'eau, c'est connaître la vie, Dédé. Ne marche pas dans la rivière car il y a des petits animaux. Je connais maintenant les plus petits habitants de la rivière. Je sais maintenant pêcher les poissons favoris, comme la truite dans une rivière à forte courant. Vas-y. Dans l'Yonne, on pêche et on a la pêche. C'est en partie grâce aux sources de nos régions que Paris est alimenté. C'est la force hydraulique qui fait tourner la roue à eau. La vie qui est complexe, même couleur, mais pas le même goût. C'est grâce à la densité que le paquebot flotte. Maintenant, je comprends comment les bateaux circulent sur les rivières. C'est grâce aux écluses. Oh, bateau. La prospérité d'une ville a longtemps été liée à sa rivière. C'est dans l'industrie que l'on consomme le plus d'eau. La pluie, ça m'ennuie, mais elle sert à la vie. Une goutte d'eau suffit pour créer un monde. De l'Arche de Noé à la Samaritaine, j'aime parcourir l'évangile de l'eau. L'eau n'est pas nécessaire à la vie, c'est la vie. Choisissons un métier pour protéger la nature. L'eau est un bien précieux, il faut que tous les enfants puissent en profiter. L'eau a servi hier, aujourd'hui et protégeons-la pour demain. À tous mes camarades de CCJ, protégeons l'eau pour les enfants de demain. Action!